Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui encore une nouvelle vidéo sur la sécurité. On est à la voile tranquillement et le cap est bon, donc on va pouvoir profiter encore du soleil. On a eu un petit banc de dauphins qui est passé, donc voilà, je faisais que de me plaindre. Je vais aller de ce côté, ce sera mieux pour la gîte. Je faisais que de me plaindre l'excédent de plastique que je trouvais à la surface, et c'est vrai que là la mer est plutôt clean d'ailleurs, et j'ai eu le plaisir de croiser un petit banc de dauphins. Malheureusement il faisait route perpendiculaire à la mienne, donc il n'a pas été très intéressé, ils n'ont pas été très intéressés longtemps pendant le bateau, mais ça m'a permis de les saluer, donc c'était sympa. Et puis après, par la suite, juste derrière, j'ai vu deux grands ailerons blancs, je saurais pas trop vous dire, qui sortent de bâtés sur la surface de l'eau. Donc j'ai pas su trop ce que c'était. Au début je pensais que c'était un oiseau qui avait plongé et qui essayait de repartir. Bon, le truc s'est jamais renvolé, donc c'était pas un oiseau. C'était pas non plus un truc qui dérivait, parce que ça bougeait d'une manière très particulière, et puis je suis passé à côté, enfin pas très loin, et j'ai rien vu flotter à la surface. Donc j'imagine que c'était un animal marin, j'en déduis de là que c'était marin. Et après ça pouvait pas être un dauphin parce que c'était vraiment bien blanc. Alors je sais pas ce qui reste, peut-être des poissons lunes, les ailerons des poissons lunes comme ça. On sait qu'ils aiment bien claquer comme ça à la surface de l'eau. Maintenant je sais pas s'il y en a en Méditerranée, et encore moins dans le golfe de Gênes, j'en ai aucune idée en cette période s'il y en a. C'est pas impossible. Et puis voilà, et puis dans le meilleur des cas c'était les dessous des nageoires d'une baleine. Mais bon, ça c'est vraiment si on veut se laisser rêver. J'en ai strictement aucune idée. En tout cas peut-être que voilà, pour les rêveurs, c'est peut-être une baleine qui me faisait signe de passer à côté, voilà, qui m'a dit attention, je suis là, prudence. Voilà, mais bon, on ne saura jamais, En tout cas, c'était la première fois que je voyais ça. C'était vraiment deux d'ailleurs, il y en avait un, puis après il y en a un deuxième, deux grands ailerons, type nageoire qui tapaient comme ça à la surface, 2-3 coups, et puis après disparu, jamais rien vu. Un petit peu des vagues à la surface, mais c'est tout, quoi. Bref, nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour le grab bag. Et oui, on continue notre petit bouquin, la checklist des marins. C'est pas sponsorisé, hein, je préfère prévenir, il n'y a jamais rien eu de sponsorisé sur ma chaîne, et il n'y en aura jamais. C'est vraiment juste le fait de vous partager ça, parce que je le voyais de partout et que c'était des checklists, et que je voulais vous partager les checklists, je savais pas trop comment, etc. Donc avant, je me suis dit autant partir sur ce support déjà dans un premier temps. Alors, le sac d'abandon, appelé notamment grab bag, c'est un sac qu'on attrape juste avant de partir. Donc pareil, hein, moi il est juste accessible, juste là. Repérage, VHF, GPS. Alors qu'est-ce qu'on met dedans? Ça c'est une bonne question. Donc on met tout ce qu'on peut pour se faire repérer. VHF portable, e-pipe ou PLB ou la mob AIS. Téléphone portable ou téléphone satellite si on a. Des fusées, feu à main, sifflet, réflecteur radar, miroir de signalisation. Ça c'est vraiment s'il reste plus rien. Frontal, pile, ampoule, chargeur solaire ou dynamo et s'y allume. Donc vraiment tout ce qui peut vous permettre d'être repéré, hein. On note notamment les feux, notamment le miroir sifflet pour faire du bruit, pour être vu à l'œil, la visibilité, mais aussi l'ouïe, mais aussi voilà, de quoi aussi pouvoir éclairer en cas de nécessité. Eau potable. Alors eau potable, petit sujet là-dessus spécifique, à savoir que, aussi aberrant que ça puisse paraître, aussi fou que ça puisse paraître, il faut savoir que dorénavant il y a une norme européenne ou française, je crois européenne, qui a décidé, et ils ont voté ça tous ensemble. Ils ont décidé que dans les radeaux de survie, il n'y allait plus avoir d'eau ou de vivres. Donc même dans les hauturiers. Donc avant, il y avait il y avait les côtiers et les hauturiers, ce qui permettait en côtier de juste avoir les rudiments pour être repéré, etc.
Et en hauturier, bah, vous aviez de la bouffe et de l'eau pour tenir, quoi. Et donc là aujourd'hui, ça ne fait plus partie du radeau, mais on vous le vend à côté et on vous vend un grab bag avec de l'eau, avec de la bouffe et avec sûrement d'autres choses que vous avez déjà en double, en quadruple, en triple. Et ils se gavent un petit peu, donc ça leur permet de vendre encore ça en plus. Mais aussi fou que ça puisse paraître, bah, si vous n'avez pas le moyen de prendre votre grab bag, n'importe quoi, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais en tout cas vous percutez votre radeau, vous rentrez dans votre radeau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas une goutte d'eau. C'est complètement aberrant, complètement aberrant. Et en plus de ça, ces radeaux que l'on doit quand même réviser tous les 3 ans, et pour la maudite somme de c'est quasiment 500 € quoi, le grosso modo c'est 500 € de réviser un radeau, et dedans il n'y a même pas un changement, il change même pas l'eau ou quoi que ce soit, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est juste pour tester le radeau. Bref, donc eau potable, bouteille ou bidon plein d'eau, 3/4 désalinisation. Attends, bouteille ou bidon plein aux 3/4. D'accord, ok. Désalinisateur à main ou distillateur solaire, poche plastique souple 10 à 20 litres. Alors, le désalinisateur à main, il faut savoir que ça coûte, j'ai regardé, je sais plus si c'était genre 5000 balles, un truc comme ça. Enfin, c'est une dinguerie. Ça n'a aucun sens là aussi. Et évidemment, le désalinisateur, bon bah fixe, là, vous pouvez pas l'emmener dans votre radeau, et là, c'est encore un autre prix. Nourriture, pêche, donc barre énergétique, ration de survie, guide de survie illustré SafeTix, page 56-57. Gants solides, fusil, harpon, sang d'eau, couteau à bourron, étui, pierre à aiguiser, bouchon de liège, gros hameçon pour fabriquer des gaffes, fil nylon, gros diamètre, hameçon inox et leurre de toute taille, bas de ligne, émerillon à plancton. Bon alors voilà, tout ça à mon avis c'est des retours de vécu et tout, et ça a dû sauver des gens, je l'imagine fortement. Maintenant si vous faites de la navigation proche, etc., côtière, semi-hauturière, etc., la grosse nécessité c'est le premier, hein, c'est le repérage, hein. Donc en particulier PLB ou e-pipe, c'est la seule chose qu'il vous faut si vous devez avoir un seul truc en tout et pour tout, avant même l'eau presque, c'est ça. Parce que là au moins vous êtes détecté et on vient vous chercher, hein, si vous n'avez pas eu le temps de donner un appel VHF avant, pour une raison X ou Y, hein, parce que par exemple bah, les batteries étaient inondées, donc tout était naze, donc impossible de lancer un appel, bon bah ou un incendie ou quoi que ce soit. Bon bah forcément là au moins vous pouvez être repéré. Qui plus est, ils suivent votre dérive, etc. Donc même s'ils n'ont plus le signal, ils peuvent calculer votre dérive, etc. par rapport au signalement qu'ils avaient à la base. Donc tout ça c'est vraiment ce qui est primordial, parce que là moi tout ce que je lis, à part le couteau à bourron mais tout le reste ça perce un radeau, hein. Donc quand même la principale chose qu'on veut dans un radeau, c'est qu'il se dégonfle pas, c'est qu'il n'y ait pas de voie d'eau, et voilà quoi, c'est surtout ça qu'on veut, c'est de préserver notre embarcation de fortune, hein. Ça reste une embarcation de fortune, donc tout ça, le fusil harpon, bon, hein, c'est vraiment si vous êtes au large, au milieu du Pacifique ou au milieu du triangle des Bermudes, et que vous voulez chasser du mahi-mahi à la surface. Mais sinon, sinon je déconseille tout ce qui pourrait percer. C'est bien de l'avoir, hein, mais de l'utiliser, c'est vraiment en cas de nécessité. Il vaut mieux que vous ayez justement de la bouffe. Barre énergétique, c'est sympa 5 minutes, mais plutôt un truc prévu en cas de nécessité, avec de l'eau suffisamment, de la bouffe suffisamment, et un moyen d'alerter et d'être repéré. Et là franchement vous mettez déjà toutes les chances de votre côté, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous la jouer à la Robinson Crusoe. Nav estime, compas de relèvement, carte marine, carte des courants, montre étanche et graduée, règle de nav, rapporteur, pointe sèche, sextant, encre flottant avec émerillon, petit grappin. Bon, tout ça c'est bien beau de l'avoir à bord, mais si vous n'avez aucune idée de à quoi ça sert et comment on s'en sert, bah, ça sert à rien, quoi. Donc soit vous l'avez vu étant petit, ou si, ou vous connaissez, ou vous êtes renseigné. Sinon vous passez votre permis hauturier, c'est là où on parlera énormément de tout cela. Donc permis hauturier, vraiment ça vous permet en 5 jours de stage, de 5 fois 2 heures je crois c'était, hein, de mémoire, ou 5 fois 3 heures peut-être,
vous avez tout ce qu'il faut pour pallier à ça et pour apprendre à utiliser tout ça. Sinon ça vous sert strictement à rien, c'est pour faire de la déco si vous voulez, mais ça ne sert strictement à rien d'avoir une règle de CRA et une carte papier si vous ne savez pas lire et tracer des routes. C'est vraiment important. Kit réparation bib, pompe, rustine, colle étanche. Donc ça, bah écoutez, moi j'ai mon... Ah non, bib, donc ça c'est le radeau de survie. Moi j'ai une colle pour essayer de réparer mon annexe. Je vous donnerai là une colle bicomposant. On verra ce que ça donne, soit ça marche pas du tout. On verra ce qu'il en est, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, oui, ce genre de colle, ça peut être intéressant d'en avoir. Pareil, où il existe des grosses pattes, que j'en ai juste là aussi. Je pourrais tout vous montrer, mais ça va être trop long à chaque fois. J'ai une grosse patte que d'ailleurs vous connaissez, hein, si vous me suivez, vous l'avez déjà vu, qui permet justement de peut-être boucher une potentielle voie d'eau. Hygiène, confort, seau, écope, éponge, brosse à dents, savon marin liquide, bobine de fil inox, 30 mètres de bout fin. Qu'est-ce que ça fait dans l'hygiène et le confort, ça? 3, 6, 12 mm, sac poubelle biodégradable et couverture de survie. Chaque poubelle biodégradable, ça sous-entend qu'on va balancer quelque chose à la mer, donc je pense que, à part si vous faites le tour du monde en solitaire sans escale, sinon je pense que vous pouvez quand même mettre ça quelque part, quoi. Pas obligé de balancer les trucs à la mer. Pour moi, à bord de Saori, tout ce qui est, c'est pas parce que c'est biodégradable ou parce que c'est je ne sais quoi, il n'y a rien qui passe par-dessus bord, quoi. Rien de rien, les pots de fruits, etc. Ça n'a rien à faire dans la mer. Tout ce qui n'a pas sa place dans la mer ne va pas dans la mer. Je me souviens même avoir demandé à quelqu'un de ne pas jeter les trucs par-dessus bord alors que c'était des coquilles de bigorneau ou de palourde ou je ne sais quoi. La personne me demandait mais pourquoi, puisque ça vient de la mer. Je lui expliquais que c'était tout simplement une question de geste et que la mer n'étant pas une poubelle, on n'a pas à jeter les trucs. On parle d'une navigation, on faisait pas le tour du monde, hein. On faisait une navigation de 2-3 heures, il suffisait de mettre ça dans la poubelle et on l'aurait balancé ailleurs, quoi. Voilà, donc bon, hein, après là encore c'est assez extrême, hein, parce qu'après on peut dire que ça n'a rien à foutre dans les poubelles, ça a plus sa place dans la mer, c'est encore autre chose. Mais en gros c'est vraiment l'idée de dire à bord de Saori c'est pareil, les mégots de cigarettes, les trucs comme ça, il n'y a rien qui passe par-dessus bord, même si c'est du papier à rouler ou je ne sais quoi. Il n'y a rien qui passe par-dessus bord et qui est jeté dans la mer en mode poubelle, quoi. Rien de rien de rien. Et tout ce qui y va, parce que ça passe par les canalisations, on fait attention à utiliser des produits adaptés, toujours. Que ce soit les mains, la vaisselle, la douche ou quoi que ce soit. Alors après on continue, donc j'ai pas tout compris, hein, pour les bobines de fil inox, j'ai pas bien compris à quoi ça pourrait servir pour l'hygiène, mais bon. Pharmacie, médicaments perso, ça on a dit qu'on ferait un chapitre là-dessus. Santé physique, lunettes de soleil, crème solaire, matelas gonflable, bouchon d'oreille, somnifère, masque, tuba, lunettes de nage. Bon, il y a un peu de tout, hein, c'est un peu fouillis. Carnet, crayon, carte à jouer, livre, briquet, tempête. Avitaillement. Alors l'avitaillement, on va parler là-dessus. Pour l'instant on est toujours à terre, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Vérifier piles et ampoules à bord, ça c'est très important, voire recharger aussi tout ce qui est électrique, tout ce qui est sur batterie, etc. Pensez à tout bien recharger avant de partir, notamment les lampes et les piles. Les courses, eau potable, 2 litres par jour par personne, c'est plutôt pas mal, pas moins en tout cas. Repas, menu précis, coupe-fin, café, thé, papier toilette, torchon, éponge, serpillière, sac poubelle, produits d'entretien, pile et ampoule. Bon, il manque un milliard de choses, mais bon, après, c'est à vous de voir exactement ce que vous avez besoin, etc., ce qui périme et tout. Il y a aussi une question d'expérience par rapport à faire un avitaillement intelligent. Les pleins, carburant, huile moteur, inboard, hors-bord, eau douce, gaz et glaçons. Glaçons. Non, mais vraiment la sécurité d'avoir des glaçons, quoi. On en est là, quoi. On en est là, bref. Lieu sec dédié à gilet de sauvetage, harnais, longe supplémentaire, extincteur visible, couverture anti-feu, fusée, feu et fusée, sac d'abandon, donc le grab bag, outils et pince coupe au banc. Bon, tout ça, oui, c'est dans un endroit sec, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, encore une fois, tout ce qui est produits d'entretien du bateau,
les outils, ouais, outils ils l'ont mis, etc., etc. Après, il y a des affaires personnelles aussi. Il y en a certaines qui doivent rester dans les endroits les plus secs du bateau. Donc ça aussi, ça sera à vous de voir. Le plein de carburant en toute sécurité. Moteur éteint, ça c'est une évidence. Téléphone portable off, ok. Circuit électrique off. Bon, ça c'est là, je pense que c'est beaucoup quand même, hein. Circuit électrique et téléphone portable, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que c'est déjà arrivé. Mais si vous êtes précautionneux, ce qui est très important, bah, c'est moteur, cigarette, entonnoir à poste si besoin, torchon et quantité ajoutée notée. Voilà, il existe aussi dans un port, on m'avait filé, ça c'était quoi, à Carnével je crois, ils avaient fait les choses bien. Ils filaient aux gens qui faisaient le plein une espèce de truc un peu, une espèce de pseudo serviette en plastique, quoi, on va dire, un peu absorbant, avec un trou au milieu. Et du coup vous venez plonger votre pistolet au centre, et tout ce qui déborde, et ben, c'est épongé, et du coup ça coule pas ni sur votre bateau ni dans la mer. Donc c'était pas mal, et du coup c'est réutilisable. Moi j'en ai un à bord que j'ai jamais utilisé, hein, pour tout vous dire, parce que je fais ça proprement, mais c'est vrai que si besoin je l'ai, quoi. Supermarché pour optimiser, étudier le prix et livraison à bord, ok. Rangement à bord, 4 tris de déchets. Alors ça, bonne chance, hein, dans un 29 pieds si vous voulez commencer à faire du tri. Bonne chance, donc on essaye de faire au mieux, évidemment, hein. Quand on a beaucoup de plastique, on met tout de côté et tout, mais faire vraiment 4 poubelles, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est à vous d'acheter intelligemment, d'acheter moins de plastique, etc., etc. Emballage trié au port, conserve à noter, et fruits et légumes suspendus, hein. Là de toute façon on parle encore une fois d'une grande traversée. Par contre il n'y a plus de vent, quoi. Brouiller un tout petit peu, mais pas que ça change grand chose, hein, on le sent bien là, enfin je le sens bien, il n'y a plus un tête de vent encore. Voilà, bon écoutez, ça c'est pour l'avitaillement, grosso modo, à vous aussi de faire votre propre expérience. Moi, et puis chaque avitaillement est en fonction de votre navigation également. Vous partez 2 heures, vous partez la journée, vous partez 2 jours, vous partez une semaine, l'avitaillement sera forcément très différent. Enfants à bord, alors on va aller vite. Gilet de sauvetage et sangle sous-cutale pour pas qu'il passe au travers, chaussures antidérapantes, lunettes de soleil, chapeau, crème solaire toutes les 2 heures. Le bateau, filière sécurisée par un filet, cabine, toile anti-roulis, cuisine, donc ça c'est pour pas qu'il se balade, qu'il trimballe dans toute la cabine s'il y a de la gîte. Cuisinière sécurisée, coin protégé pour pas qu'il se fasse mal, prise électrique protégée, ça c'est pas très dur dans un bateau, il n'y a pas 36. Clé sécurisée, voilà, pour pas qu'il les balance à l'eau. On parle vraiment d'un petit enfant là, je pense, hein. Instaurer des règles claires, gilet de sauvetage et longe attachée, autorisation des adultes nécessaires pour monter sur le pont, pour ouvrir les coffres et pour se baigner. Voilà, il faut être très clair et strict là-dessus. Adaptez-vous, temps de navigation 4 à 5 heures par jour maximum, surveillance en continu. Astuce pour les tout petits, un siège auto solidement amarré à l'intérieur. Oh le pauvre, il va gerber toute sa vie. Ah non, jamais, faites jamais ça, le pauvre. Solidement amarré à l'intérieur ou à l'extérieur si beau temps. Ouais, vraiment, c'est si vraiment il y a du mauvais temps que tu vas la harnacher à l'intérieur. Ça peut être pratique en vrai. Si vraiment il y a du gros mauvais temps, un siège auto à l'intérieur, vous savez qu'il va gerber toutes ses tripes, mais qui va être très mal. Mais en tout cas, il est solidement harnaché. Au mouillage, une bassine ou le cockpit rempli d'eau pour les jeux aquatiques. Ok. Piqûres et brûlures de la vie aquatique, rincer à l'eau de mer, savonner ou désinfecter, crème antihistaminique, ne pas inciser, lécher ou frotter, avis médecin si nécessaire. Animaux à venin, approcher une source de chaleur, hein. Souvent quand vous faites piquer par exemple une vive, il faut si possible tremper dans de l'eau bouillante. Une eau chaude, cigarette, sèche-cheveux et sable. Bah, franchement, cigarette, une vive, si vous faites piquer, vous êtes mal barré, hein, parce qu'il faut vraiment
Même trempé dans l'eau bouillante, déjà, ça fait pas énormément d'effet, quoi. Méduse anémone. Couvrir de mousse à raser. Ah bah tiens, farine talc ou sable, puis racler fermement. Ah bah alors ça, vous voyez, ça j'en avais aucune idée. La dernière fois on s'est posé la question, j'ai eu quelqu'un qui s'est fait à peine frôler par une méduse. Et du coup, bah voilà, talc. Talc ou, qu'est-ce qu'il disait aussi? Farine ou talc. Ça c'est pas mal ça. Ok, oursin. Utiliser une aiguille désinfectée, du scotch fort pour retirer les débris. Coraux, retirer les débris apparents. Avis médecin. Ok. Voilà, après on va rentrer dans le gros du sujet. Il reste 25%. Je me bats avec la batterie depuis tout à l'heure. Je suis désolé. Et en plus de ça, ça m'oblige à aller vite pour un truc où j'aimerais vraiment prendre mon temps. Mais bon, au moins ça permet de faire des vidéos courtes, hein. C'est le bonheur dans notre malheur, c'est que ça fait des vidéos courtes et du coup elles seront regardées. Parce que si je fais des vidéos de sécurité de 2 heures, personne ne va les regarder malheureusement, puisque les gens veulent tout de suite, trop vite. Voilà, et vous voyez que là, on n'en est qu'à la page 11, hein. On n'est qu'à la page 11. Et on a déjà 2, 3, 4 vidéos bien importantes et pourtant je me dépêche. Continuons. Briefing. Un homme à la mer risque sa vie et celle des autres. Portez un gilet de sauvetage plus sous-cutal. Toujours une main pour soi et une main pour le bateau. Ne courez jamais sur le pont et n'urinez pas par-dessus bord. Tiens. Sinon, harnachez-vous. Ah, on a le droit quand même, mais harnachez, évidemment. Le pisser par-dessus bord sans être attaché, c'est un non-sens, hein. C'est vraiment ça, si vous voyez quelqu'un faire ça, que vous soyez capitaine, équipier, moussaillon, première fois que vous mettez les pieds sur un bateau, vous voyez quelqu'un faire ça, vous lui dites tu t'accroches ou alors tu vas pisser dans les toilettes prévues à cet effet. Règle de base, le skipper est chef de bord. Donc ouais, hein, bon ça je vous ai déjà fait une longue vidéo sur qu'est-ce que ça insinue, hein. Ça veut pas dire que le chef de bord est le maître à donner des ordres à tout va. Par contre, si c'est un bon chef de bord et qu'il a beaucoup de patience et de pédagogie et que d'un coup il vous donne un ordre, c'est pas pour rien, il va falloir urgemment le respecter. Le second le devient si nécessaire. Signaler tout problème de santé et il n'y a pas de questions idiotes. C'est vrai que ça, moi je vous l'ai jamais dit, mais je l'ai beaucoup entendu dans mes formations. Il n'y a pas de questions idiotes. Attention, après, c'est un peu à double tranchant, quoi. Parce que il y a aussi la règle qui est encore plus importante, qui dit que, bon, cette règle-là, elle est vraie, hein. Il n'y a pas de questions idiotes. Si vous avez un doute sur quoi que ce soit, vous la posez au capitaine et on vous répond avec le plus de pédagogie possible, etc., etc. Maintenant, il y a un autre truc à faire attention, c'est toute information. Quand vous n'êtes pas chef de bord, notamment, parce que le chef de bord, lui, il doit tout savoir. Mais toute information, quand vous n'êtes pas chef de bord, que vous partagez à autrui, doit être contrôlée et vérifiée. D'accord? C'est-à-dire que donner des hypothèses à tout va. Ah tiens, c'est cette lumière, ça me fait penser à un phare. Oh tiens, ce bateau-là, j'ai l'impression que peut-être dans une demi-heure, il sera en route de collision avec nous. Oh tiens, on passe à côté d'une bouée alors qu'elle est derrière nous sous le vent à 15 longueurs de bateau et qu'elle est passée. Bon bah forcément, c'est pas des choses qui sont très... Enfin voilà, ça mériterait une longue vidéo, hein, là-dessus aussi, je pense. Mais en tout cas, il n'y a effectivement pas de questions idiotes. Mais par contre, pensez que si vous donnez une information, hein, c'est pas une question, mais c'est plus une information, vérifiez-la et contrôlez-la avant. Balancer des hypothèses à tout va pendant toute la navigation, c'est le meilleur moyen de rendre fou les gens. Puisque vous pouvez soit les faire peur pour rien, soit au contraire qu'il y ait de la discorde pour rien, etc. etc. Donc on ne devine pas les choses au loin. Il est très simple d'utiliser un compas de relèvement, de relever à quel degré se trouve ce qu'on est en train d'observer et d'aller sur la carte et de regarder, que ce soit une carte électronique ou une carte marine, une carte papier, et de tracer cette droite-là, de voir sur quoi ça mène et de voir si c'était un pylône, si c'était un phare, si c'est peut-être un bateau, s'il n'y a rien, s'il y a une île, s'il y a ci, etc. Et de confirmer avant toute chose qu'est-ce que c'est avant de le partager aux autres. Voilà. Ça, c'est hyper important. On reste dans les enfants. On revient avec les enfants, là.
Donc le second, nanana, nanana, il n'y a pas de question idiote. Bon, c'est vrai que là, ça s'accorde aux enfants, donc évidemment qu'il y a encore plus pour les enfants. En manœuvre, chaussures et gants pour tous. Harnais et longe si nécessaire, mais bon, pour tous, techniquement, vous voyez, on a tous notre longe sur notre brassière. Lire les briefings sécu, avitaillement, baignade et sport, mayday, signaux de détresse, homme à la mer, hypothermie, hydrocution, fuite de gaz, incendie, voie d'eau, abandon de bateau. Bon, c'est tout ce qu'on est en train de faire. Visite guidée, pont, winch, taquet, expliquer comment ne pas se faire mal, comment on les utilise et comment ne pas se faire mal. Coffre, comment les ouvrir et les fermer sans se faire mal et comment les accrocher. Baume et chariot, ben, comment ne pas se faire mal et attention. Et le palan de GV aussi, où il passe et toutes les zones de danger. Mais là, c'est pas que pour les enfants là. Hein. Ah non, mais c'est fini les enfants. Là, c'est le briefing sécu, pardon, excusez-moi. Donc là, c'est pour tout le monde, hein, on est d'accord. Donc là, c'est vraiment expliquer sur le pont tous les endroits dangereux, comment on utilise un piano, comment on utilise un winch, ne pas se faire mal, toujours avoir la main à 20-30 cm autour du winch, à distance du winch, et jamais servir d'un winch à 3 cm les doigts du winch. Le palan, que c'est ici où il va passer, son chemin, faire attention, la baume, la retenue de baume, etc., etc. Ça, vous en avez des vidéos en long, en large, en travers sur ma chaîne. Vous connaissez. Intérieur, coupe-circuit, batterie, expliquer comment ça fonctionne. Que tout simplement, à chaque fois, qu'importe la position, droite, gauche, verticale, bas, qu'importe les étiquettes, vous ne cherchez pas un coupe-batterie. S'il est proche de là où il est fixé, c'est qu'il est fermé. S'il est écarté, c'est qu'il est ouvert. Voilà, tout simplement. Ouvert, il n'y a pas d'électricité qui passe. Collé, il y a de l'électricité qui passe. Retiré, un petit peu retiré par rapport à l'autre position. Vous testez les deux positions, vous voyez qu'il y en a une qui est plus près que l'autre. Bon, bah, celle qui est près, collée, c'est qu'il y a le contact qui est fait. Celle qui est dehors, enfin qui est un petit peu plus éloignée, c'est qu'il n'y a pas de contact. Voilà, hein, au moins, parce que les gens, ils peuvent changer, ça a été bricolé, ça a été remonté à l'envers, c'est pas conforme aux étiquettes, etc. Donc voilà, ça au moins, c'est une source sûre. Donc coupe batterie, tableau électrique, donc vous expliquez exactement à quoi sert quoi, vous expliquez les icônes et tout pendant votre briefing équipage, de toute façon c'est le moment où vous le faites. Vanne, coupure de gaz, on l'a déjà lu 15 fois, gazinière et cadran, toilette et vanne, démonstration de comment on utilise et tout. Vachement complet quand même, hein. Il y a tout, il y a un peu trop de redondance, mais par contre il y a tout. Matériel de sécurité, GPS, touche mob, donc ça on parle de la VHF. VHF ASN, distress call, extincteur, pompe de cale, fusée et feu, perche IOR, bib et sac abandon. Tout ça de toute façon moi je le fais dans le briefing équipage qui me prend... j'ai le check-up du bateau qui va me prendre 20 minutes à faire, hein, pas à lire la check-up mais à faire. Et après le briefing équipage ça me prend 15 minutes quoi. Donc ça fait quand même 35 minutes, ouais c'est ça, entre une demi-heure et 40 minutes pour faire tous les briefings avant de partir. Donc si vous êtes en Atlantique et qu'il y a la marée, et que vous devez partir avant la marée, et ben pensez que tout ça, ça doit être fait avant de partir, hein. C'est pas une fois en mer qu'on commence à briefer sur comment ça marche. Moteur on-off, comment on allume le moteur, comment on met sur neutre, marche avant, marche arrière, coupe-circuit. Dernière recommandation, météo en mer, annoncé, numéro d'urgence, donc là, canal VHF 16, et sinon par téléphone 196, hein, moi c'est surtout ça que je partage à mes équipiers, hein, puisque quand on fait du côtier, on capte tout le temps le téléphone, et du coup, on capte 1000 fois mieux par téléphone que par VHF, on entend beaucoup mieux, il n'y a pas de système de push to talk avec le one way, donc du coup vous pouvez entendre et écouter en même temps, c'est magnifique, vous pouvez vous déplacer avec votre téléphone. Donc si vous captez, utilisez tout le temps le téléphone, n'utilisez pas la radio, on ne vous en voudra pas, d'accord, au contraire. Et de toute façon, vous allez voir que 90% du temps, quand vous appelez quelqu'un qui ne connaît pas bien, etc., il voit que c'est pas exactement la procédure parfaite, etc., qui est tout bien comme dans les livres, et que c'est quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude, la première chose qu'il va vous dire, c'est: est-ce que vous avez un téléphone qui capte? Rappelez-nous au 196. C'est le premier truc qu'ils vont vous dire. Donc du coup, pour gagner du temps, si le temps est précieux, appelez directement sur le 196. Si vous captez bien, on ne vous en voudra pas, au contraire.
Extincteur, pompe de... Ouais, ça on l'a lu, nanana, numéro. Matériel de sécurité perso, gilet de sauvetage, harnais, longe, nanana, PLB, MOB, AIS, bracelet, alerte, homme à la mer. On l'a déjà vu 150 fois. Dernière chose à voir à terre, c'est le briefing des éco-gestes. Gestes de base, ramasser, trier les déchets, limiter les produits d'entretien, utiliser les WC du port ou les cuves à eau noire. Hein, c'est vrai, quand vous êtes à la capitainerie, autant aller à la capitainerie. Et ça ne sentira que meilleur dans le bateau. Gestes en mer, utiliser les corps morts plutôt que les mouillages de sauvages. Évidemment, si vous avez des bouées, autant vous accrocher aux bouées que jeter l'ancre. Ou mouiller sur du sable ou de la vase uniquement. Rincer l'ancre après à l'appareillage, hein, pour pas transporter des algues d'un endroit à un autre, et du coup qui pourrait les proliférer et envahir et être une espèce invasive et pas venue là naturellement mais déplacée par l'homme avec les ancres, etc., etc. Vidanger les eaux usées au port si possible, sinon au large au-delà de 12 000. Voilà. Et au-delà de 3000 si broyage et plus désinfection. Ça, je ne connais pas, c'est des systèmes, j'imagine, pour les yachts ou quoi. 4. Tri à bord, organique, papier, plastique, métaux, verre, piles, ampoules, huile, fusée et feu périmé. Bon, évidemment, hein, si on parle du tri entre la salade et les huiles moteurs, forcément, là, ça coule de sens, hein, ça coule de source. Il y a dans chaque escale technique, vous avez des endroits où ils récupèrent les huiles de vidange et compagnie. Donc ça, pour tout ce qui est huile moteur et tout, ça va direct à l'escale technique. Pour le reste, bah, vous faites du tri classique comme à la maison. Énergie et carburant, régime moteur optimisé. Donc ça, vous regardez sur votre fiche moteur, sur votre fabricant moteur. Moi, je sais que mon régime moteur optimisé, c'est typiquement 1800 tours minute. Parce que à 1800 tours minute, c'est là où je vais le plus vite par rapport à ce que je consomme le moins. Voilà. Si je vais au-delà de 1800 tours minute, je vais consommer plus par rapport à la distance parcourue que si je restais à 1800 tours minute. Et si je suis à moins de 1800 tours minute, bah, du coup, je vais aller moins loin avec la même consommation. Enfin, oui, enfin, grosso modo, vous m'avez compris. Ou en tout cas, attendez. Si je suis à moins de 1800 tours minute, donc je consomme forcément moins, mais je vais moins vite et donc moins loin par rapport au régime optimisé. Voilà, moins c'est clair. Etc., etc. Faire route à la voile si possible. Voilà. On y est, là on peut faire route à la voile, on pourrait aller beaucoup plus vite voile plus moteur, mais là j'imagine qu'on doit avoir les 4 nœuds, j'espère. 5 nœuds 8, mais c'est magnifique. 5 nœuds 5, excellent. Voilà, et en plus ça va faire que à donner, donc ça y est, enfin normalement on doit être tranquille jusqu'à là-bas. Parfait. Alors on continue. Pourquoi le tri est-il si important à bord? Limite les odeurs, facilite le stockage et facilite le transbordement quand on doit aller les ramener à terre. Ne rien jeter à la mer. Tous les déchets détruisent la flore et mettent en danger oiseaux, poissons, tortues. Et tout. Et puis même, ça finit en micro-atomes dans l'eau, etc. Micro trucs. Donc du coup, on n'en veut pas. Y compris les déchets organiques. Voilà. Temps de décomposition. La fameuse banane jetée par-dessus bord parce que Moitossier faisait ça ou je ne sais qui. À l'époque, c'est 8 mois de décomposition et ça n'a rien à faire dans l'eau. Un mégot, c'est 1 à 3 ans. Un chewing-gum, c'est 5 ans. Les métaux, vous faites tomber votre outil, votre clé ou quoi que ce soit, la clé de 12, c'est 5 ans. Non, c'est 100 ans, pardon, je me suis trompé de ligne. Les piles, c'est 200 ans. Le plastique, c'est plus de 500 ans. C'est bien tout le problème. Et quand on voit que tout ce que j'ai vu là, tout ce que j'ai croisé, bah, ça va durer 500 ans, plus tout ce qu'on va rajouter pendant les 500 prochaines années, bref. Et le verre, c'est 4000 ans. Par contre, le verre, c'est moins polluant. Mais c'est pas pour autant qu'on balance les bouteilles de bière par-dessus bord, parce que le verre, c'est pas grave. C'est 4000 ans dans l'eau, et ça n'a rien à faire dans l'eau. Hein. Et ne vous inventez pas des vies, c'est bénéfique pour l'écosystème, ou je ne sais quoi. Ça, c'est juste
des trucs pour se donner bonne conscience, mais il n'y a rien que ce qui vit dans l'eau et ce qui grandit dans l'eau qui doit être dans l'eau. Entretien moteur régulier, donc ça c'est pour moins polluer, carène propre et écologique, carénage mécanique avec des traitements des eaux usées, etc. Voilà, donc tout ça, voilà, là, pour l'instant, on vient d'acheter un bateau et on veut partir en mer. Et avant de partir en mer, eh ben, on a eu tout ce qu'on vient de dire, hein. Il y a eu quand même, j'imagine, au moins 2 heures de vidéo, si ce n'est plus. On va devoir faire tout cela, contrôler tout cela. Vous allez voir qu'en pratique, la première fois, ça va vous prendre du temps. Ça va vous demander quelques allers-retours au magasin d'accastillage, télécharger quelques documentations sur les fabricants, les fournisseurs, etc. de ce qui a été installé dans votre bateau. Ok, au début, ça va vous permettre de vous prendre d'affect pour votre bateau, de connaître votre bateau, de savoir où se trouvent les choses, d'identifier chaque chose, de connaître un peu plus. Et là encore, on n'a pas parlé de là, niveau moteur, il n'y a rien, on n'a rien dit encore, hein, sur le moteur. J'imagine que ça viendra par la suite. Je regarde, en mer, mémo, urgence, détresse et sauvetage. En tout cas, le moteur, il y a aussi beaucoup de choses à voir, savoir contrôler autre que les niveaux d'huile. Il faut au moins savoir contrôler les courroies, les choses comme ça. Et comme je vous en parlais aussi précédemment, le coup d'échappement par exemple, et le presse-étoupe et tout. Enfin voilà, tout ça, ça n'a pas été énoncé, mais il y a encore tout cela à voir. Et une fois que tout cela est fait, eh ben, on va pouvoir passer à la suite du chapitre, tout simplement. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Pour l'instant, c'était un gros chapitre, lourd, mais pour moi passionnant, hein. Je vois pas ce qu'il y a de contraignant à faire tout cela. En plus de ça, bénéfique à 100%, puisque ce n'est que pour votre sécurité, votre survie, la sécurité des autres, etc., etc., la tranquillité de la SNSM. Donc tout ça, c'est des choses, c'est prévenir au lieu de guérir, c'est anticiper pour ne pas avoir de problème, au lieu de se dire on attend que les problèmes arrivent et on réparera d'une manière ou d'une autre. Hein, il y a 2 philosophies énormément différentes là-dessus chez les marins sur est-ce qu'on est prudent et on anticipe les problèmes et on anticipe les entretiens, ou alors on fait tirer le plus possible jusqu'à ce que ça casse. Bon, sur la route, c'est déjà très dangereux de mon point de vue, mais au pire, vous mettez sur le bas-côté et la dépanneuse viendra vous chercher, hein, si vous ne mettez pas la vie d'autrui en danger. Ça peut être une possibilité. En mer, c'est pas la même ambiance, hein. En mer, c'est pas la même histoire. Donc l'idéal, c'est quand même de prévenir tout ça et d'anticiper au mieux, de briefer vos équipiers. Et forcément, dites-vous une chose importante en tant qu'équipier, hein, ça c'est du vécu, c'est du vu en tout cas, pas du vécu mais beaucoup de vu dans les ports. Si vous partez et que votre chef de bord ne vous a fait aucun briefing de sécurité, dites-vous qu'il y a grande chance qu'il n'en ait aucunement conscience de cela. C'est pas que lui l'a fait et que du coup tout est bon, vous n'avez plus qu'à mettre les pieds sous la table, etc. Parce que s'il est consciencieux au point que vous n'ayez plus qu'à mettre les pieds sous la table, c'est que c'est forcément quelqu'un de sensé et que c'est forcément quelqu'un qui va vous faire les briefings équipage. Il aura forcément fait son vérification de son bateau lui-même, mais le briefing équipage court, qu'on fait en 15 minutes pour expliquer aux gens, ça c'est une obligation également. Donc s'il ne fait pas ça, il est fort probable qu'il n'ait pas fait le briefing, enfin le check-up complet du bateau. Et là, méfiance, quitte à redescendre du bateau, hein, vraiment, hein. N'allez pas sur des bateaux où, encore une fois, le moteur il démarre à peine, on sait pas trop, il y a un peu d'eau croupie au fond des cales, mais t'inquiète, ça passe. Bon bah écoutez, il y a des vies en jeu, n'y allez pas. Moi je vois que des fois des moteurs qui partent pas, qui démarrent pas, des bateaux, il n'y a rien qui est vérifié, le gréement il est HS, il y a tout qui va mal. Mais ils sont tous en famille, ils ramènent la grand-mère, le chien, les petits-enfants, le scie, etc. Le moteur démarre enfin par miracle et ça part direct pour aller faire un petit tour en rond dans l'eau en se disant ça va, on n'est pas loin des côtes. Mais même là c'est dangereux, même là c'est très dangereux, il peut se passer maintes et maintes choses. Voilà, donc pour éviter tout cela, eh ben, vous avez juste à suivre des checklists. On ne peut plus simple. Si vous voulez utiliser celle-ci, il y a celle-ci. Si vous utilisez mes vidéos et toutes mes vidéos où j'en parle maintes fois, bah, il y a celle-ci aussi, hein. Vous tapez checklist ou check-up
dans la barre de recherche de ma chaîne YouTube. Vous allez avoir ribambelle de vidéos où là j'explique en long, en large, en travers des choses. Et puis sinon vous allez sur internet, vous trouvez d'autres choses. Dans le bloc marine il doit y en avoir, dans le Reeds il y en a. D'ailleurs dans celle du Reeds elle est très complète, elle est très bien, bien plus approfondie que dans le bloc marine, ce qui prouve encore une fois la supériorité au niveau de la rigueur et de la qualité de navigation des Anglais par rapport à la rigueur française qui est très douteuse. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.